Bonjour. Donc, je suis Frédéric Landragin. C'est moi qui vais animer cette dernière table ronde, ou presque dernière, puisqu'on enchaînera directement avec la restitution des deux grands témoins que j'ai présentés hier. Alors, je vais commencer par présenter nos invités pour cette table ronde sur enchâssement et plurivers, et puis je vais introduire un petit peu les thématiques en essayant de vous surprendre avec des concepts dont on n'a pas forcément encore beaucoup parlé. Alors, Sam Azulis, qui est tout au bout ici, donc est philosophe et professeur de cinéma à New York University in Paris et au Stanford Program in Paris. Deux institutions internationales à Paris, c'est super. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur Stanley Kubrick et Game of Thrones. J'en fais pas la liste. Et alors, vous avez entendu les dernières notes d'une chanson de David Bowie, qui en fait a été pour lui une source d'inspiration, puisque Sam est également scénariste et réalisateur, et il a fait en particulier un court-métrage qui s'appelle My Little China Girl. Voilà, donc ça a expliqué le choix de la musique. À ma gauche, Isabelle Labrouillère, que j'ai présentée hier, donc qui est maître de conférence en art du spectacle et esthétique cinématographique à l'ENSAV, qui est l'École nationale supérieure d'audiovisuel et qui est à Toulouse. Elle a écrit beaucoup d'articles et elle a co-dirigé un livre très récemment sur Christopher Nolan, A Critical Companion to Christopher Nolan, aux éditions Lexington Books. Et entre eux deux, Gilles Menegaldo, professeur émérite de littérature et cinéma. Il est lui aussi éditeur et coéditeur de beaucoup d'ouvrages et d'articles. Et notamment dans les ouvrages qu'il a co-dirigés, on trouve des ouvrages sur Poe, Spectre de Poe, sur Le goût du noir, sur la maison Hammer, le studio Hammer, laboratoire de l'horreur moderne, etc., etc. Et donc, on va parler d'enchâssement et de plurivers. Alors, j'ai dit que j'allais essayer de vous surprendre. La première petite surprise, c'est que moi, je travaille au CNRS en tant que linguiste. Et en linguistique, on étudie, enfin, en tout cas, certains étudient une notion qui s'appelle l'enchâssement. Voilà. Alors, elle a été évoquée plusieurs fois, en particulier en début d'après-midi par Donatien. Donc, un enchâssement en linguistique, c'est quoi? C'est un moyen de faire, plutôt que plusieurs phrases simples, une seule phrase complexe. Par exemple, si je dis « j'ai vu un homme », première phrase, « cet homme a vu un autre homme », deuxième phrase, « cet autre homme a vu un ours », trois phrases. Si je dis « j'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours », enchâssement, une seule phrase, mais une phrase complexe. Donc, pourquoi je parle d'enchâssement? Parce que, évidemment, on l'a vu avec les films de Nolan, et par exemple, Inception, on retrouve des concepts qui sont enchâssés l'un dans l'autre. Rêve dans un rêve dans un rêve, Inception, voilà, enchâssement donc. Et puis aussi parce que en linguistique, on parle de vocabulaire et de syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? C'est l'art de combiner des mots entre eux dans un certain ordre pour construire des phrases. Eh ben, le langage cinématographique a son propre vocabulaire, il a sa propre syntaxe. Et donc, en cinéma, on peut faire des enchâssements. Alors, on en trouve dans plein de films. Si je reprends un exemple que Gilles a donné, je pense qu'il y a un enchâssement dans Barbie. Mais ce qui est sûr, c'est que Christopher Nolan adore les enchâssements. Et donc, c'est un petit peu le fil rouge que l'on va essayer de suivre pendant cette table ronde. Et alors, la deuxième surprise que je voulais un peu évoquer, bon, elle est dans le texte, donc ceux qui ont lu le programme le savent déjà, c'est qu'on va parler un petit peu d'un auteur
qui s'appelle Borges. Alors en bon français, on dit Borges. Si on prononce un peu mieux, il faudrait dire Jorge Luis Borges. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais en tout cas, j'imagine que vous connaissez. Il est connu pour tout un tas de livres, et en particulier un recueil de nouvelles qui s'appelle Fiction. Et alors, pourquoi on va s'intéresser à Fiction, que Sam est en train de montrer? Parce que c'est quasiment un catalogue des idées de Nolan. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un lien entre un film de Nolan et une des nouvelles de Fiction. Je vais prendre un ou deux exemples qui viennent très vite en tête. Quand on voit la bibliothèque d'Interstellar dans le trou noir, on a exactement une matérialisation visuelle d'une nouvelle qui s'appelle la bibliothèque de Babel, qui est dans ce recueil. Quand on voit que le temps est contracté ou dilaté, ça fait penser à une autre nouvelle qui s'appelle Le Miracle secret, où un personnage va être condamné à mort, et entre le moment où la balle sort du pistolet et l'atteint, il a le temps de finir une œuvre qu'il avait envie de faire. Je ne sais plus si c'est un roman ou une pièce. Une pièce, voilà. Et donc, au moment où il met le dernier mot à sa pièce, il reçoit la balle et il meurt. Voilà, et donc on va commencer par parler de Borges, parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise les films de Nolan? C'est l'enchâssement, l'éclatement de la narration, l'altération des points de vue, et ce sont des notions borgésiennes. Alors Sam, est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue? Alors absolument pas. Non, oui, tout à fait d'accord avec ton point de vue. Et je pense que effectivement, Borges, il est souvent inutile de le présenter. Je le fais quand même par le biais de Roger Caillois, qui était son traducteur, et qui a dit à son sujet, alors je cite, qu'il place ses récits dans des symétries abstraites, presque vertigineuses, des images à la fois antinomiques et interchangeables, de la mort et de l'immortalité, de la barbarie et de la civilisation, du tout et de la partie. Et Caillois a surtout insisté sur le fait que Borges était obsédé par une thématique, les rapports du fini et de l'infini. Vous voyez, ça sonne déjà très nolanien, si je puis dire. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire Borges, que je vous recommande vivement de découvrir si ce n'est pas déjà fait, j'aurais trois arguments juste très liminaires et rapides à vous présenter. C'est que premièrement, lire Borges, d'une certaine manière, je crois que c'est une expérience relativiste, c'est-à-dire qu'on peut parler de Nolan, effectivement, qui crée le Tesseract, qui est une notion très borgésienne, mais de la même manière, lire Borges équivaut peu ou prou à se trouver au cœur d'un Tesseract. Et en temps objectif, c'est sûr qu'il va vous falloir quelques heures pour lire fiction, mais en temps subjectif, peut-être que vous y passerez quelques siècles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre sagesse, votre émerveillement seront proportionnels à cette durée peut-être infinie que vous allez passer. La deuxième raison, c'est que on peut raisonnablement supposer que si vous aimez Nolan, vous allez aimer Borges. Or, vous aimez Nolan, puisque vous êtes ici. Donc, certes, le syllogisme est un peu facile, mais donc vous aimerez Borges. Et enfin, j'ajoute qu'à la fameuse question « Quel livre vous prendrez avec vous sur une île déserte ?» Eh bien, monsieur Christopher Nolan a répondu sans la moindre hésitation, l'œuvre de Borges. Voilà, donc je vous encourage à lire ça. Sam, si je t'interromps, parce que donc tu dis que dans une interview, il a avoué avoir une inspiration. C'était à propos de quelle histoire? Alors, en général, il a dit beaucoup de choses positives sur Borges dans plusieurs interviews. En particulier, ce qu'il a dit, et ce qui me paraît intéressant, c'est que, alors là je le cite, il a dit que ses récits se prêtent naturellement à une adaptation cinématographique. Il n'a pas dit quel récit, il a dit ses récits. Et il a ajouté qu'en fait, pourquoi? Parce que, et c'est un petit peu le cœur de ce dont je vais discuter aujourd'hui, c'est qu'en fait, Borges détient, selon Nolan, le secret pour dramatiser les idées métaphysiques. Nolan, passionné par les thrillers, la science, la SF, les films noirs, va donc s'inspirer d'une certaine manière de la méthode Borges
pour donner corps à ces concepts dans les films. Et pour te répondre plus directement, mais on va en reparler, c'est par exemple dans Inception qu'il fait référence clairement à Borges. Alors, plusieurs films. Funès et la mémoire. Funès et la mémoire, c'est Memento. C'est Memento. C'est Memento. Alors, Funès et la mémoire, je vous dis juste 2 mots à ce sujet. C'est l'histoire d'un homme qui est hypermnésique. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte l'histoire d'un homme qui n'a l'air de rien, mais qui en fait se souvient de tout. Il n'oublie jamais rien, à tel point que sa mémoire devient un fardeau insupportable et que, au bout du compte, ça l'empêche de vivre, ça l'empêche de penser. Et Nolan a dit, Memento, en fait, est inspiré de cette histoire-là, mais c'est une sorte de twist, d'inversion de ce concept, avec un homme qui oublie tout au lieu de se souvenir de tout. Le Prestige, Following, évoque de nombreux récits de Borges. Souvent, d'ailleurs, Borges donne à ses récits une forme d'enquête policière dont les thèmes centraux sont d'abord la quête de l'identité, mais aussi, et surtout, qu'on retrouve chez Nolan, la figure du double, le doppelganger, qui est omniprésente chez l'écrivain argentin. Je pense par exemple à la super nouvelle L'Autre, qui n'est pas dans Fiction, mais ailleurs, et qui est l'histoire de Borges qui rencontre un Borges plus jeune. Et c'est typiquement le genre d'histoire que Rod Serling aurait raconté dans La 4e dimension, mais avec Borges, ça prend une amplitude métaphysique. Inception, eh bien, Nolan en a parlé lui-même en évoquant les ruines circulaires, qui est une nouvelle donc de Borges. Qu'est-ce que c'est les ruines circulaires? C'est un magicien qui va donner vie à un homme qu'il a entièrement rêvé, qu'il a rêvé de la tête aux pieds, et avant de s'apercevoir que il est lui-même rêvé par un autre homme. Donc là, on parlait d'enchâssement, on est vraiment dans cette problématique de l'enchâssement, du rêve imbriqué, du rêve dans le rêve, du rêve miroir, de la réalité miroir. On trouve d'ailleurs ça, j'y pense maintenant, dans les premiers films de Nolan, notamment ses courts-métrages Doodlebug, dont je ne vais pas le spoiler parce que c'est très amusant à regarder, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le rêve dans le rêve. Temporalité subjective anamorphosée, démultipliée, par le rêve. On a aussi ça dans Le Miracle secret dont tu viens de parler. Donc cet homme qui est cet écrivain, ce dramaturge condamné à mort qui rêve sa pièce parce qu'il fait un pacte avec Dieu. On a ça aussi dans une nouvelle très borgésienne mais aussi très nolanienne, je dirais, qui est l'écriture de Dieu. Dans l'écriture de Dieu, vous avez un prêtre maya ou inca, qui est fait prisonnier par des conquistadors et qui parvient à déchiffrer l'écriture de Dieu sur la peau d'un jaguar. Bonne chance si vous essayez, mais en tout cas, lui a réussi. Je signale, alors c'est juste en passant très rapidement, qu'il y a une autre référence littéraire à laquelle j'ai pensé en réfléchissant un peu aux liens qui unissent Borges et Nolan, c'est Serge Brussolo. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent cet écrivain, et il a écrit je crois que c'est en 1992, un livre qui s'appelle Le syndrome du scaphandrier. Et dans ce livre, alors de quoi s'agit-il? Je vous donne l'intrigue juste, mais en une phrase. C'est l'histoire d'un modeste fonctionnaire qui, le soir venu, entre dans les rêves des gens pour faire quoi? Pour les cambrioler. Et c'est écrit comme une sorte de récit de film noir. Une inception. Une inception. Donc je vous laisse découvrir, si vous êtes curieux, le livre de Serge Brussolo, qui est assez passionnant. Donc fin de la parenthèse, mais alors on pense aussi... Et évidemment, tu l'as dit en parlant d'Interstellar, à la bibliothèque de Babel, qui est... Alors, je vous dis juste en quoi ça consiste. La bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque infinie. Donc, le narrateur est un bibliothécaire. Elle est composée de salles hexagonales qui, du fait de son infinité, eh bien, en fait, contient tous les livres possibles. Alors, il y a des livres qui sont du charabia, parce que c'est une association aléatoire de mots, donc ça ne veut rien dire. Mais vous avez aussi toutes les variantes possibles et imaginables de la Bible, de 1984, de tous les livres que vous voulez, en fait. Alors là, on a affaire à la logique borgésienne, qui est une logique, je dirais, miroitante, spéculaire, et qui est à l'œuvre aussi dans presque tous les films de Nolan, c'est-à-dire des mondes flottants, déstructurés, hantés, achronologiques, où la réalité n'est jamais monolithique, jamais linéaire, jamais saisissable d'un seul bloc. Et ce qui est intéressant chez Nolan, c'est la manière dont il articule l'inconscient tourmenté, souvent insatisfait des personnages, qui va se confondre, qui va altérer la structure de l'intrigue, qui va la désarticuler, je dirais presque la labyrinthiser, si on pardonne ce néologisme un peu barbare. Et donc,
Bon, les exemples sont innombrables. Memento, c'est la quête d'une identité, d'une mémoire. Batman, c'est l'image séminale. On a parlé des images traumatiques qui jouent un rôle important dans les liens qu'entretiennent Borges et Nolan. C'est l'image séminale rémanente des chauves-souris qui résonne profondément dans l'inconscient du jeune Bruce, si profondément qu'il devient un homme chauve-souris. Le Prestige, c'est l'obsession d'un magicien qui veut découvrir le truc de son rival et qu'il tient pour responsable de la mort de son épouse, sa compagne, encore un trauma. Dans Inception, il y a le fantôme de l'épouse, cette nouvelle Eurydice. Encore une fois, c'est la culpabilité. Il se tient pour responsable de la mort, du suicide de son épouse. Interstellar, c'est l'abandon du père, c'est le nœud gordien du film, c'est Cooper, père et fille. On a non seulement un trauma, mais aussi la condition de possibilité de l'avenir de la race humaine. Oppenheimer, même combat, c'est un scientifique obsédé par l'infiniment petit qui devient lui-même une sorte de dieu de la destruction. En déchiffrant, un peu comme dans l'écriture de Dieu, les mystères de l'univers, avec l'atome, pas avec un jaguar. Donc toujours une image matricielle, une obsession qui est récurrente, qui va se réfracter, et qui va réfracter dans le récit la psyché des personnages. Et c'est pour ça que on a souvent chez Nolan une construction qui est déconstruite. D'ailleurs, il commence avec son frère toujours par écrire la fin des scénarios, et puis ensuite il le déroule vers le début. Et donc, c'est cette structure déconstruite, pour ne pas dire même fractale dans certains cas, qui fait penser vraiment fortement à Borges. On a des plaques tectoniques qui se chevauchent, qui s'enchassent, et surtout, on a cette idée que il va y avoir une vérité insoupçonnée qui va être révélée. Mais ça ne peut pas être simple. Pourquoi j'établis un parallèle avec Borges, je veux être précis à ce sujet, c'est que Borges a cette manie de toujours remettre en question la littérature. C'est-à-dire qu'il met en doute la littérature, le texte lui-même, et donc la vérité qu'il est censé dévoiler, est suspect. Dans l'Aleph, à la fin de l'Aleph, pour vous donner un exemple concret, il dit oui, j'ai trouvé un Aleph. Un Aleph, c'est en gros un point, une singularité, un peu comme un mini trou noir entre les marches d'un escalier qui conduit à une cave. Il regarde dans ce petit trou et il y voit l'univers entier. Mais à la fin du récit, il nous dit c'était pas le vrai Aleph. En fait, il est clair qu'il en existe beaucoup d'autres. Et celui-là est un faux. Alors, il y a cette logique de remise en question. Et chez Nolan, un principe plus ou moins équivalent de dissonance empirique sensorielle. Sensorielle, j'insiste sur ce terme, parce que on a souvent reproché à Nolan d'être un peu abstrait. Mais enfin, c'est un cinéaste de la perception. Il y a une forme de sensualisme au sens philosophique dans ses films. Dans Dunkerque, c'est très réel ce qu'on sent. Hein. On le sent, mais même dans les autres films, on est avec les personnages dans des flux de perception et il dévoile à travers son labyrinthe, le labyrinthe narratif, des symétries occultes. Donc, sous l'apparent désordre de cette narration chaotique, il y a un ordre secret à découvrir. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps pour développer. Oui. Alors, pour développer ça, j'établirai un rapport entre Borges, Nolan et un philosophe, puisque ici m'occupe un peu du plan philosophique. Et le philosophe auquel je pense, c'est un philosophe qu'aime beaucoup Borges, c'est Spinoza, Baruch Spinoza, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Alors, Spinoza rejoint un petit peu l'intuition, je dirais l'intuition fondamentale de Borges qui est un sceptique par vocation, et qui est que Dieu serait en un certain sens chaque chose du monde. Ce parfois on a appelé le panthéisme de Spinoza. Mais dans ce concept-là, il y en a un autre qui est très intéressant quand on se focalise sur Nolan, c'est le concept d'amor fati. Qu'est-ce que c'est l'amor fati? On le trouve aussi chez Nietzsche. Je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Borges dit c'est la divinisation du déterminisme. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. En fait, ce que veut dire Spinoza, c'est qu'il y a un enchaînement de causes et d'effets dans notre vie, dans le monde, qui est absolument nécessaire. D'ailleurs, j'ai une petite citation qui est vraiment super de Borges, ici, je vois. Le système de Spinoza nous permettrait de nous apercevoir de la rigueur de ce monde et de parvenir à ce qu'il appelle l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin, le fait d'aimer notre destin, y compris nos maladies, nos échecs, nos mésaventures terrestres. Tout cela doit être aimé. Et donc, on retrouve d'une certaine manière cette idée, je crois, chez Nolan,
dont les films, il faut bien le dire, sont bien souvent des réflexions. Enfin, l'une des thématiques importantes des films, c'est une réflexion sur le déterminisme, sur le destin d'un individu, d'exception ou que les circonstances vont rendre exceptionnel. Memento, je ne veux pas trop m'y attarder, mais juste, on est dans quelqu'un qui contrôle plus du tout son destin en raison de cette pathologie mémorielle. On est dans ce maelstrom régressif de la narration inversé. Toutes les séquences, toutes les décisions, les actions du personnage nous semblent décorrélées d'un contexte d'ensemble, mais d'un autre côté, elles sont justifiées par le film lui-même, par l'enchaînement causal des séquences. Et donc, c'est un véritable labyrinthe mémoriel. La conséquence est la cause de la séquence suivante. Toujours, le spectateur en est conscient, même si le personnage, lui, n'est pas conscient. Mais il y a quelque chose qui reste toujours hors de portée, qui est la mort de sa femme, la mort de la femme du personnage principal. Et ça m'a fait penser à une nouvelle de Borges qui s'appelle Emma Soon, où Borges écrit « Les événements graves sont hors du temps, soit qu'en eux le passé immédiat soit coupé de l'avenir, soit que les parties qui les forment semblent ne pas découler les unes des autres. » C'est très, très Memento style, je trouve. Et à la fin de Memento, on a ce concept d'amor fati qui prend tout son sens, puisque en s'inventant un coupable idéal, le personnage va redonner un sens à son existence. Donc il y a une sorte d'idée de tu dois le faire toi-même, si ton existence n'a pas de sens, tu dois lui redonner un sens, tu dois te fabriquer un destin, une téléologie. Et encore une fois, je cite Borges, un homme s'identifie peu à peu avec la forme de son destin. Un homme devient à la longue ses propres circonstances. Et là, je dis 2 mots sur Batman. Batman, qui est une trilogie qui travaille profondément le thème du mythe, de la mythification. C'est un homme qui s'invente un double pour expurger sa ville de la gangrène criminelle. Mais finalement, on en a parlé au long du week-end, ce double est plus réel que lui-même. Et donc, ce processus d'identification de Bruce à Batman, en fait, est un processus d'intégration. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire intégration de sa part obscure. Pour utiliser un vocabulaire jungien, je dirais intégration de sa part d'ombre. C'est-à-dire la gestion de ce trauma initial devient, par le biais de cette sorte de psychanalyse qu'est le film, en fait, c'est une sorte de psychanalysme, le premier du moins, un peu déviante, performative, d'un homme qui va s'inventer un destin pour justifier son trauma, pour justifier l'absurdité de son existence. Donc c'est une manière d'amor fati. On pourra décliner ça, je pense, sur toute la filmo de Nolan. Peut-être 2 mots sur le Prestige et Interstellar, si j'ai le temps, ou pas? Alors, oui, deux petits trucs. Déjà, à Deux petits propos trucs. de Memento, on va en reparler. Oui. Parce que c'est très bien que tu parles des causes et des effets, puisqu'on va en reparler avec Isabelle. Le Prestige, Gilles va nous en parler Alors. aussitôt après toi. Interstellar. Par contre, oui, Interstellar, et j'ai juste une question. Quand tu as fait le rapprochement entre Nolan, sa façon d'écrire, et par exemple de anticiper la fin avant même la construction, Oui. Chez Borges, il y a ça aussi. Alors, dans la méthode d'écriture, je pense que c'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Il faudrait demander à celle qui était sa secrétaire pendant très longtemps, qui est devenue ensuite sa femme vers la fin de sa vie. Peut-être qu'elle détient les secrets d'écriture de notre ami Borges, mais moi, en tout cas, je ne les détiens pas. Ce qui est certain, c'est que, à défaut d'avoir des structures qui sont achronologiques ou déstructurées, il questionne en permanence la véracité de son propos et de la littérature elle-même comme ayant la potentialité de décrire le réel de manière fine et pertinente. Et on peut dire la même chose de Nolan par rapport au cinéma? On peut le dire, en tout cas, en ce qui concerne Inception, c'est même la fameuse toupie du film, un élément central où le film entier est re-questionné. Alors, on peut ergoter sur la bague de fiançailles, l'a-t-il, n'a-t-il pas, enfin, ce genre de choses. Mais il n'en demeure pas moins que tout le film est re-questionné à l'aune de cette toupie qui n'en finit plus de tourner et de ce cut. C'est très borgésien, ça aussi, comme démarche. Et Interstellar, alors? Alors, Interstellar, 2 mots là-dessus. Interstellar, ce qui est intéressant, c'est que je dirais que c'est vraiment c'est un périple, mais avant tout, une odyssée. Clairement, pour moi, c'est une synthèse réussie entre 2001 et Solaris. C'est-à-dire 2001, la hard science qui vire à la métaphysique un peu glaciale à la fin, mais somptueuse, sublime, qui touche au sublime.
et Solaris, où on est dans une vérité humaine, dans un miroir cosmique, pour reprendre un titre de film de Tarkovsky. Et là, donc, cet homme, Cooper, ne se défile pas devant son destin. Et ça m'a fait d'ailleurs penser, Interstellar, en relisant Borges, j'ai lu une phrase qui n'a rien à voir, mais qui m'a fait penser à Interstellar. « Je me promis de me cacher au centre d'un labyrinthe où son fantôme se perdrait. » Pour ceux qui ont vu le film, ça peut résonner. Et donc, il entreprend cette quête, cette odyssée, il va aux confins de l'univers, mais dans cet extrême éloignement, on peut dire que c'est là qu'il rencontre ce qu'il a le plus précieux, de plus intime, non pas sa Pénélope, mais là, en l'occurrence, c'est Murph, c'est sa fille chérie. Et du coup, il y a cette acceptation d'un destin hors norme qui est récompensée, en quelque sorte, donc l'acceptation d'une perte de tous les repères, de la perte même du sens de sa vie, en tout cas de sa vie familiale. La récompense, c'est un aleph philosophal dans ce trou noir. C'est un aleph philosophal qui lui fait accepter et qui nous fait, nous, spectateurs, accepter, comme je le disais tout à l'heure en citant Borges, nos échecs, nos mésaventures terrestres ou cosmiques. C'est Borges qui le dit en parlant de Spinoza. Donc il y a cette idée que notre essence va enfin coïncider avec ce qu'on est. Nietzsche dirait « deviens ce que tu es ». On devient enfin ce qu'on est en allant au bout de nous-mêmes, en renonçant à une certaine linéarité, à une certaine simplicité de la réalité et en s'abandonnant à cet océan de chaotique pour trouver une unité qui est presque insoupçonnée, qui est une symétrie secrète, je dirais. Merci Sam. Je vais passer donc à Gilles. Alors, Sam a fait un tour un petit peu de tous les films de Nolan. Gilles, toi, tu vas te focaliser en particulier sur Le Prestige. Est-ce que déjà, tu peux nous faire un pitch assez rapide du film et nous parler un petit peu de sa genèse, puisque c'est une adaptation, ce qui est quand même pas très fréquent chez Nolan. Oui, absolument. Donc c'est l'adaptation d'un roman néo-victorien de Christopher Priest, qui est un écrivain de science-fiction, mais qui flirte aussi avec le gothique et le fantastique. Un de ses romans les plus connus, c'est Le Monde Inverti, qui traite déjà de la question de une perception du temps modifiée. Le roman est publié en 1995. Il va obtenir le World Fantasy Awards, qui est une distinction importante dans le domaine. Christopher Nolan va s'intéresser au roman et après différentes tractations va être choisi par un petit studio Newmarket pour faire l'adaptation dans les années 2000, mais en fait le film met 6 ans à se faire et entre-temps Nolan est connu un grand succès commercial avec Insomnia et surtout bien sûr Batman Begins. Le projet va donc devenir un film à gros budget, produit par Warner Brothers et non plus par un petit studio, et avec des stars comme Christian Bale, qu'on connaît puisqu'il était l'interprète de Batman, on l'a vu plusieurs reprises, Hugh Jackman, ou encore Scarlett Johansson et Michael Caine, qui, comme vous le savez, interprète Alfred Pennyworth dans les Batman. Le script est rédigé par les deux frères, donc Jonathan et Christopher, sans intervention de Priest. Alors, intervention, apparemment, il ne voulait pas se mêler de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le scénario supprime un récit cadre qui est important, parce que l'enchâssement commence dans le roman avec un récit cadre qui est raconté en fait par un ancêtre des magiciens. Donc c'est une histoire de magiciens, de rivalité entre deux magiciens, rivalité, on pourrait dire jusqu'à la mort, et thème de la vengeance, qui est aussi un grand thème gothique évidemment. Et on va revenir aussi sur le thème du double un peu plus tard. Donc, ce récit cadre dans le roman, c'est Andrew Wesley, qui est un descendant de Alfred Borden, l'un des magiciens, interprété par Christian Bale dans le film, qui reçoit le journal d'un magicien rival, Robert Angier, suggérant que ce conflit entre les deux magiciens s'est étendu sur tout le siècle. Et effectivement, dans le roman, il y a une sorte d'immortalité de l'un des magiciens. Donc, Nolan supprime ce récit cadre, pas sans doute parce que c'était un peu compliqué d'en rendre compte, et il préfère se concentrer sur l'intrigue principale, c'est-à-dire donc cette rivalité entre deux magiciens,
à la fin du 19e siècle, hein, puisque en gros c'est 1899, 1902, 1903. En fait, le cœur narratif du récit, ce sont les deux journaux intimes des deux magiciens. Qu'ils vont lire, qui vont se lire mutuellement en quelque sorte. Ils vont découvrir mutuellement ces deux journaux intimes. Ces deux journaux intimes qui en plus sont censés être authentiques, mais qui pourraient aussi être en partie fabriqués et dont l'un est codé, chiffré. Donc du chiffrage aussi est important. Donc on retrouve la notion de quête dont il a été question, la notion d'énigme, etc., de déchiffrage. Aussi, ces deux journaux, bien sûr, intimes, expriment un point de vue contradictoire, à l'évidence. Et l'autre caractéristique, on y reviendra peut-être, mais c'est qu'ils sont présentés de manière linéaire avec des entrées très précises, des dates, y compris parfois des jours précis, alors qu'au contraire, Nolan va gommer tout ça et ne garder que très peu de références, de ces références à la chronologie. Par contre, il va bouleverser la chronologie, donc il va transformer un récit linéaire en récit où il va utiliser un certain nombre de flashbacks en particulier, mais aussi de flash-forward. Voilà, pour dire les choses. Et l'absence de récit cadre, comme ça a été d'ailleurs bien repéré par Christopher Priest lui-même, implique de changer la fin. Mais Nolan ne se contente pas de changer la fin, il va changer un certain nombre de choses, y compris la séquence d'ouverture, qui est une séquence totalement nouvelle et qui est tout à fait significative on va dire, des choix scénaristiques et des choix de mise en scène de Nolan. Alors, voilà. Oui, je vais te laisser la décrire un petit peu, mais juste avant, donc dans mon introduction, je parlais de syntaxe. Là, tu as fait effectivement un rapprochement avec l'enchâssement qui est finalement encore plus profond dans le roman que dans le film. Par contre, le fait que la chronologie est chamboulée fait qu'on a de la fragmentation. Absolument. Et éventuellement aussi des scènes qui sont répétées de manière à ce que le spectateur ait quelques points de repère, on va dire. Oui. Est-ce que ces points-là, ça t'évoque des scènes en particulier ? Oui, tout à fait. Disons que les deux grandes stratégies, c'est naviguer entre différentes strates temporelles et différents arcs narratifs, et aussi cette question effectivement de la fragmentation. C'est-à-dire que fragmentation qui fait partie un peu d'une stratégie de manipulation, puisque certaines scènes sont montrées en partie seulement dans un premier temps, puis sont répétées et complétées. Ce qui fait qu'on a forcément un regard différent quand on revoit la deuxième scène. On s'est fait, entre guillemets, manipuler par le metteur en scène. On y reviendra plus tard sur cette question de la manipulation. Voilà. Donc, effectivement, la répétition, c'est un aspect très, très important. Répétition qui est à la fois verbale et visuelle. Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est important. Donc, la scène d'ouverture, du coup ? Alors, la scène d'ouverture, donc, elle est vraiment intéressante parce que c'est effectivement une scène totalement inventée qui n'existe pas. L'ouverture du roman est très banale. Et encore une fois, elle se situe dans le monde contemporain, donc dans les années, on va dire les années 80, 1980. Alors que la séquence d'ouverture de Nolan est extrêmement énigmatique et effectivement soulève des questions d'interprétation, des questions d'herméneutique d'emblée, c'est-à-dire interpelle d'emblée le spectateur, d'ailleurs avec une phrase qu'on a déjà plus ou moins entendue dans la bande-annonce du film de René, regardez-vous bien, regardez-vous attentivement. Are you watching closely en anglais. Cette scène combine, je dirais, addition, condensation et déplacement, et en particulier déplacement temporel, et elle met en parallèle deux arcs narratifs ou séries associés par une voix over, une voix off, anonyme, selon Michel Chion, dans l'introduction, acousmatique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier, on ne peut pas identifier cette première voix dans un premier temps. On va s'apercevoir ensuite que c'est celle d'Alfred Borden, qui est d'ailleurs répétée un peu plus tard aussi, et elle sera reprise à la fin par un autre personnage dont on va parler dans un instant.
Et donc, la voix, ensuite, il y a une deuxième voix qui s'incarne, physiquement cette fois avec le personnage de l'ingénieur, hein, donc celui qui assiste le magicien, et qui effectivement fonctionne aussi comme un double du magicien, et donc qui gère les aspects techniques, on va dire, hein, mais pas d'ailleurs seulement les aspects techniques, aussi parfois les aspects économiques. Donc c'est Michael Caine qui incarne Cutter. Cutter qui en plus est une représentation, enfin qui représente un point de vue éthique. Au début, il est l'assistant de Angé, effectivement, le personnage d'un des magiciens, on va y revenir, mais il est petit à petit, il va s'éloigner de lui pour des questions d'éthique justement et se rapprocher de Borden, même si clairement Christopher Nolan ne prend pas un parti particulier par rapport aux deux magiciens. Donc tous les deux, donc il met à la fois en avant leurs qualités, mais aussi leurs défauts, y compris leurs défauts en termes d'humanité ou de compréhension, etc., et d'éthique. Donc le premier plan est vraiment très intéressant. Je crois qu'il a été évoqué par Donatien tout à l'heure. Il nous montre une forêt, plus exactement une clairière dans une forêt, déjà clairière dans une forêt, spatialement c'est intéressant, parsemée de chapeaux hauts de forme, d'une multitude de chapeaux hauts de forme. Donc ça fait aussi tâche en quelque sorte, et ça fait multiplication évidemment, et on ne perçoit pas immédiatement que ces chapeaux de forme sont identiques, sont identiques, ce qui va être évidemment intéressant pour la suite, ce qui va être une clé en fait du film. Elles sont filmées en travelling latéral, cependant qu'une voix donc acousmatique, anonyme, semble s'adresser directement au spectateur en disant « Are you watching closely ?» Dès ce premier plan, donc, Nolan introduit deux motifs essentiels du film, le double, on va y revenir, et la magie, signifiée, on va dire, métonymiquement par le chapeau haute forme, qui est un accessoire bien connu des magiciens. Ce plan ne sera explicité que bien plus tard. La clairière dans la forêt, en fait, se situe au Colorado, à proximité du laboratoire de l'inventeur Nikola Tesla, dont il a été question, qui est, comme on le sait, le rival d'Edison, hein, l'inventeur du courant alternatif, je parle de Tesla, et dont on utilise le dispositif électrique dans de nombreux films, en particulier dans les films Universal, les films d'horreur Universal des années 30, comme Frankenstein, de James Whale. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que ces chapeaux hauts de forme sont le résultat, ou le produit, ou le résidu, plus exactement, d'une expérience de téléportation et de clonage. Ce qui nous La deuxième partie, alors je continue sur ça, si vous permettez. La deuxième partie de l'ouverture commence par un panoramique latéral droite-gauche. Donc, là aussi, c'est important de parler de ce mouvement de caméra, sur une série de cages contenant des canaris. Alors, les canaris, évidemment, sont des objets d'expérience, d'expérimentation, mais en même temps, c'est aussi une sorte d'image du dispositif cinématographique, plus exactement de la pellicule, hein, donc du défilement d'une pellicule. Donc, il y a une dimension clairement métafilmique dans cette présentation des canaris, d'autant plus qu'elle est en mouvement, littéralement. Une nouvelle voix est cette fois associée à un visage, celui de Michael Caine, donc l'ingénieur qui va expliquer une petite fille dont on ne sait pas encore qui elle est, quelle est son identité, mais qu'elle est émerveillée. Cette idée d'émerveillement est absolument centrale, puisqu'elle renvoie aussi à l'émerveillement du spectateur intradiégétique dans les spectacles de magie, mais également du spectateur extradiégétique, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, ce Michael Caine explique à cette petite fille les 3 étapes d'un tour de magie. Alors, le chiffre 3 va être fondamental. Donc, en fait, il y a les 2 chiffres. Je ne veux pas faire de la numérologie, hein, mais il y a à la fois le chiffre 2, la question du double, mais également la triangulation, le chiffre 3. Et là, en l'occurrence, ce sont les 3 étapes d'un tour de magie. Alors, en anglais, c'est the pledge, the turn and the prestige. Donc, il donne son nom au film. Concrètement, ça veut dire que la promesse, c'est on annonce quelque chose. On annonce quelque chose en montrant ce qu'on va faire. Le tour, c'est de faire disparaître l'objet en question, en l'occurrence, par exemple, un petit oiseau, un canari jaune. Et puis, le prestige, c'est de le faire réapparaître. Mais le problème, c'est comment il a disparu d'une part et comment il est réapparu. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a évidemment une manipulation et qu'il y a cette idée qu'il faut regarder attentivement, mais qu'en fait, justement, la plupart du temps, on ne regarde pas là où il faudrait.
Voilà. Donc chacune de ces étapes est illustrée par un montage alterné. Donc là aussi c'est très important, le montage alterné. D'une part, on a cette présentation d'un tour de magie finalement relativement simple, la disparition d'un petit oiseau qui va réapparaître, sans qu'on sache évidemment que ce qu'est devenu l'autre oiseau, puisqu'évidemment il y a deux oiseaux là aussi. Et d'autre part, un spectacle de magie grandiose. Là, on a deux types de magie. Une magie, on va dire, artisanale, à l'intention d'une spectatrice unique et naïve, entre guillemets, pas totalement naïve d'ailleurs. Et puis, le grand spectacle avec des arcs électriques, etc. Et donc ça, c'est le dispositif de Nikola Tesla, qu'on découvre en fait très très tôt dans le film, mais dont on comprendra beaucoup plus tard comment on en est arrivé là. Donc des arcs électriques spectaculaires, et puis là on a un début d'intrigue narrative cette fois, clairement, alors qu'avant on n'avait que des objets, que des fragments des choses qui pourraient devenir des potentialités narratives, mais qui seront explicitées beaucoup plus tard. Et en fait, donc on a cet homme barbu qui est Borden, mais on ne le sait pas encore. Donc déguisé, donc la notion du masque, du déguisement est aussi essentielle dans le film, comme dans d'autres films de Nolan, évidemment, on pense à Batman et d'autres. Et en fait, il se glisse sous la scène, donc dans les coulisses, ce que ne peut pas voir le spectateur, et découvre un personnage, donc un magicien, un homme en tout cas, qui est en train de se noyer, littéralement d'étouffer dans un caisson liquide. Et il voit aussi des assistants qui sont aveugles. Hein. Donc il y a l'idée du regard aveugle aussi. Enfin, donc des aveugles pour ne pas voir du moins ce qui se passe, pour ne pas donner le secret. Voilà. Alors le secret, c'est évidemment, on en a parlé à l'instant, c'est aussi une des grandes, on va dire, des grands motifs de la littérature gothique hein, et du cinéma qui l'adapte. Donc là, c'est un bon exemple. Là, on entend la voix de Cutter, donc de l'assistant, de l'ingénieur, pardon, mais cette fois dans l'espace d'un tribunal où l'homme déguisé qu'on vient de voir donc devant le caisson et qui semble, on ne sait pas trop ce qu'il est puisque la scène est coupée. Hein. Donc c'est un premier exemple de scène coupée. Mais mieux ton micro. Ouais. Pardon, Voilà. Un premier exemple de scène coupée qu'on va revoir ensuite et on va s'apercevoir que contrairement à ce qu'on pouvait croire, Alfred Borden a tenté de sauver le personnage Angier, son rival, mais qui n'a pas réussi. Et donc, il est accusé, à tort, effectivement, de son meurtre. Et là aussi, c'est une scène ajoutée. C'est les scènes de prison et la scène d'exécution du personnage. Donc, c'est très tragique. Hein. Enfin, je vais revenir aussi, il y a une dimension à la fois tragique et mélodramatique dans le film. Donc, à la fois donc, un mélange générique aussi. Et donc, la voix de Cutter, cette fois, ne s'adresse plus à la petite fille de manière diégétique, disons, mais elle s'adresse au tribunal, où Cutter est convoqué en tant que témoin, et où l'homme déguisé, finalement, qu'on vient de voir, est accusé de meurtre, comme je vous le disais. Donc, concrètement, en quelques minutes, nous sommes confrontés à plusieurs niveaux narratifs correspondant à autant d'énigmes: les chapeaux dans la forêt, le spectacle d'Angier, le tour de magie exécuté pour Cutter, le discours de celui-ci face au juge, etc. Et donc tout ça en l'espace de 3 minutes. Alors on aurait voulu vous montrer la séquence, mais ça n'a pas été possible pour diverses raisons. Voilà, donc ce que je peux dire pour la première séquence. Après, bon, tu m'interrogeras sans doute sur la temporalité. Oui, il y a 3 thématiques encore qu'il faudrait qu'on aborde. Oui. Donc, la temporalité, le thème du double, si tu peux ajouter. Voilà. Alors, en peu de minutes, si possible. Et puis, j'aurais une dernière question sur... on a beaucoup dit que les films de Nolan étaient compliqués à comprendre lors de la première vision et que, du coup, on les revisionne et que là, du coup, on comprend mieux. Et certains font du coup des interprétations que l'on trouve sur le web en ligne avec des décodages, des explications que l'on trouve en plus et éventuellement aussi des interprétations qui peuvent être potentiellement des surinterprétations. Et il y a à propos du Prestige une interprétation qui est que c'est un film qui porte sur le cinéma, c'est-à-dire que les 2 magiciens incarne 2 types de cinéma, l'un le cinéma classique, l'autre le cinéma
plus moderne avec des effets spéciaux, etc. Donc si tu peux aussi revenir sur je reviendrai là-dessus, mais tu as déjà donné en partie la réponse à la question. Peut-être. Donc, je reviens sur la temporalité dont j'en ai parlé, j'ai donné un exemple, mais ce qui est intéressant, donc on a ces trois, on peut dire, arcs narratifs correspondant à trois temporels qui progressent en parallèle. Donc 1897, Borden, Angier, donc les deux magiciens, et Cutter travaillent pour Milton. Alors, il y a une onomastique, c'est-à-dire un travail de symbolique sur les noms propres. Il y a Milton, bon, je vais y revenir. Donc, Milton, c'est un magicien de la vieille école, parce que aussi il y a cette idée de contraste entre une magie d'autrefois, en quelque sorte, une magie un peu dépassée, et puis une magie nouvelle, une magie technologique. Donc ça, c'est assez important aussi. Donc la question de la science ou de la pseudo-science, évidemment, est importante. Où s'arrête la magie? Il y a une sorte de porosité des frontières entre la magie et la science. C'est ce que montrent aussi les choses. Donc, au cours de cette première séquence en flashback, un des actes qui, au départ, se passait bien, c'est-à-dire une femme qui est plongée dans un caisson, justement, et qui est ligotée, dont les mains sont ligotées, qui doit se libérer de ce lien. Donc, à un moment, la première fois, ça se passe bien. Donc, il y a une répétition. Là encore, il y a le motif de la répétition de la même scène. Mais cette fois, ça tourne mal parce que la jeune femme n'arrive pas à se libérer du lien et meurt noyée. Cette jeune femme, c'est la femme de Angier, Robert Angier, donc interprété par Hugh Jackman. Julia. Le deuxième arc narratif, c'est 1899. Et ça correspond au voyage de Robert Angier au Colorado, mais manipulé par le journal de Borden, qui laisse entendre qu'il a une machine qui lui permet de réaliser son tour. Autrement dit, il donne une fausse explication à ce qui est en fait une explication scientifique ou pseudo-scientifique, à ce qui est en fait quelque chose de très simple. Bon, je vais y revenir. Et donc, suite à la lecture du journal de Borden, Angier est amené à se rendre au Colorado pour rencontrer Nikola Tesla, interprété, alors c'est important, par David Bowie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, enfin, vous allez voir une incarnation très intéressante de David Bowie. Et effectivement, Nolan dit dans ses entretiens qu'il a tenu absolument à avoir David Bowie pour interpréter Nikola Tesla. Donc, un personnage en lui-même quasiment mythique, puisque, bon, la rivalité avec Edison, etc., mais aussi de très nombreuses inventions, etc. C'est un personnage aussi assez romanesque, en tout cas, à certains égards. En tout cas, qui pourrait faire l'objet de fiction. Alors, l'autre aspect, le dernier arc, donc, c'est en 1902, et il correspond en gros à toute une série de drames, en fait. La mort supposée de Angier, donc, enfin, d'un Angier, on va le voir. Le procès, donc, de Borden, qui est évoqué dans la première séquence, son exécution, mais aussi le meurtre d'un autre Angier. Donc, pour ça, voilà. Ces trois strates sont brouillées en raison d'une narration non linéaire, comme je disais, les lectures respectives des deux journaux intimes permettant à Nolan de naviguer dans le temps entre passé, présent et futur. Le récit repose ainsi sur un système d'enchâssement. Alors, je donnais juste un exemple. Alors, en enchâssement, peut-être pas au sens linguistique du terme, mais Alfred Borden, par exemple, qui attend son procès, donc ça, c'est une scène ajoutée par Nolan, en prison, donc, reçoit le journal d'Angier, qui lui est donné par l'avocat de celui-ci. Je vais y revenir après. La caméra cadre le lecteur pendant que la voix off d'Angier s'exclame, je cite, « un chiffrage, une énigme, une quête de réponse », parce qu'il est en train de lire le journal, lui, de Borden, donc il y a une sorte d'inversion. Et on passe en fait du plan de Borden lisant le journal d'Angier à un plan large d'un train progressant à travers les montagnes du Colorado qui vont amener à Tesla. Et on a un cut sur une main qui écrit, celle de Angier en route pour rencontrer Tesla et commentant le journal de Borden. Voilà un exemple d'enchâssement assez compliqué et qu'on ne comprend pas tout forcément la première fois. Journal qui en plus est codé, on voit une espèce de cryptogramme montré en gros plan à l'écran. Ce dispositif va être utilisé pendant tout le film, c'est-à-dire que les événements sont racontés à travers le prisme d'un journal subjectif, sans possibilité pour le spectateur d'une confirmation de ce qui est dit.
Donc d'une part, le problème de déchiffrage se pose pour les protagonistes du récit, mais il se pose également évidemment pour le spectateur. À quel point les personnages ou le personnage dit vrai quand il énonce quelque chose. D'où un sentiment d'incertitude constant, augmenté par l'idée que ces journaux, comme je vous disais, peuvent être des fabrications et non pas des documents authentiques. Voilà. D'autre part, il y a aussi, toujours en termes de temporalité, un certain nombre d'images mentales, donc qui nous renvoient au passé. Notamment, par exemple, le traumatisme. Tu en parlais à l'instant. Le traumatisme de Angier suite à la mort paranoïa de sa femme, qui va revenir sous la forme d'un flash mental où il lui-même littéralement se met dans une bassine et essaye de s'étouffer lui-même, enfin de se noyer lui-même. Voilà. Et il y en a, et bien sûr, un dernier flashback qui est plus objectivé. Je termine. D'accord. Le flashback objectivé, c'est à la fin du film, quand on nous explique. Alors là aussi, c'est contraire à ce qui se passe dans le roman. Dans le roman, on sait pratiquement dès le début qu'il y a deux Borden, deux frères jumeaux, qui expliquent le tour. Donc c'est très simple, l'explication. Dans le film, il faut attendre ce flashback pour avoir un récit qui nous permet de comprendre qu'il y a effectivement deux frères jumeaux. Et ça m'amène évidemment immédiatement à la question du double, si j'ai encore quelques minutes. Une ou deux. Ah bon, d'accord. Alors ça va être. Je vais essayer d'aller. On laisse un peu de temps à Isabelle. Je vais, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le motif du double, il est très très important. Je vais aller très vite. Normalement, dans la forêt de chapeaux dont j'ai parlé au début, il y aurait dû avoir deux chats noirs aussi. Ça, c'était prévu dans le scénario. Et ces deux chats noirs ne sont plus dans la première séquence. Peut-être que ça aurait été trop évident. Ils réapparaissent simplement à la fin, les deux chats noirs. Les deux magiciens sont des reflets l'un de l'autre, tout en étant à la fois proches et contrastés. Donc, en tout cas, il y a cette idée de double au niveau des deux magiciens, bien sûr. Chacun des magiciens a une double identité, puisqu'Angier est en fait Lord Cardlow, un aristocrate, qui se fait passer pour un Américain, un aristocrate britannique, dont le nom de scène évoque un révolutionnaire de Great Danton, dont Danton, bien sûr, donc aristocrate Danton, mais également Dante, c'est-à-dire Dante. Borden, issu d'un milieu populaire, lui, se fait appeler le professeur. Chacun est assisté par un ingénieur, autre couplage, donc Cutter, Angier, et Fallon, Fall On, Fallon, Fallen. Le thème de la chute étant très important aussi dans le film, il revient à plusieurs reprises pour Borden. Mais la révélation ultime, comme je vous le disais, c'est que Borden a donc ce frère jumeau, donc l'ingénieur est en fait le frère jumeau de Borden, et ce qui explique. Voilà. Autre dédoublement, la femme de Borden est la maîtresse Sarah, donc qui est sa maîtresse Olivia, Scarlett Johansson, donc deux femmes, deux hommes, deux femmes. En fait, les jumeaux se partageant la femme et la maîtresse. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas d'être des jumeaux qui font le même tour, mais ils partagent tout. D'où la notion importante de sacrifice, qui est absolument centrale. Le motif de la revanche, ça c'est un motif clairement gothique et il est évoqué de différentes manières, puisque ça va très très loin dans l'affrontement, dans toutes les salles, comment dirais-je, les méchants tours qu'ils peuvent se jouer entre eux, au point d'arriver à mutiler l'un, à faire boiter l'autre, etc. Et finalement à se tuer mutuellement. Mais l'autre dédoublement, c'est que on découvre la vérité seulement donc à la fin du film grâce à ce flashback objectivé. Et je cite simplement la phrase de Fallon: we were both Fallon and we were both Borden. C'est-à-dire nous étions tous les deux Fallon, nous étions tous les deux Borden. Et en fait, ils partagent leur vie. Et donc, je termine par cette idée on voit des frères sur scène, donc effectivement, jouant tour à tour un rôle. Et on voit aussi un exemple de sacrifice, un jumeau sectionnant les doigts de l'autre pour lui ressembler, parce que, et effectivement, ses doigts ont été abîmés lors d'une des multiples scènes de confrontation entre les deux. Et alors, je termine avec Angier. Angier, lui, ne se contente pas d'être double, il est démultiplié. Donc c'est là qu'on atteint une sorte de paroxysme, puisque par le processus, la machine inventée par Tesla, non seulement il se téléporte, mais il se clone.
D'où la question, de nouveau l'incertitude intellectuelle cette fois. C'est pour ça que le film relève d'une approche fantastique, si on le définit comme un fantastique herméneutique, c'est-à-dire un fantastique de l'interprétation. Qui est réellement Angier? Qu'est-ce qu'il reste de Angier? On a vu ce qui restait des chapeaux, on a vu ce qui restait des chats, ou le fait que les chats ont dupliqué. Mais en fait, normalement, le premier Angier a disparu puisqu'il est mort noyé. Donc c'est un clone qui reste, mais évidemment les clones sont tous semblables, ils ont tous la même mémoire, et donc ça pose c'est un véritable énigme effectivement. Voilà pour dire très rapidement le motif du double. Là, je juste termine en 2 mots. Voilà, tu avais répondu. Je pense que la volonté de Nolan, c'est de montrer qu'il y a un rapport évident entre la magie et le cinéma, et que lui-même nous manipule comme les magiciens manipulent le spectateur, et qu'il faut donc watching closely pour bien comprendre le film de Nolan et éventuellement le revoir et le revoir encore. Merci Gilles. Donc maintenant Isabelle. Alors on va passer du Prestige à Memento. Et donc Isabelle va nous parler de choses dont on a déjà parlé, d'enchâssement, de segmentation et de relations cause à effet que Sam a commencé à évoquer précédemment. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? Je fais un rappel, j'espère que vous vous rappelez le film, honnêtement. C'est peut-être un vœu pieux, mais vous savez que c'est un film compliqué. Donc, le personnage principal qui s'appelle Leonard Shelby, Lenny, souffre d'une amnésie antérograde depuis qu'il a été frappé à la tête lors de l'agression de sa femme par 2 individus masqués. Léonard n'a en fait perdu que la mémoire immédiate. Il se rappelle tout ce qui a précédé l'agression de sa femme. Donc, en fait, ses souvenirs s'effacent au bout de quelques minutes. Suite à cet événement traumatique, Léonard, dont la femme a peut-être été violée et tuée pendant l'attaque, décide de rechercher l'identité du meurtrier, aidé dans sa tâche, ça c'est une question, par une serveuse du nom de Nathalie et par Teddy, qui serait en fait un policier sous couverture. Donc, afin de lutter contre sa mémoire déficiente, Léonard prend des photos d'objets, de personnages et de lieux. Il légende des polaroïdes afin de les contextualiser et se tatoue sur tout le corps des informations qui glanent au fur et à mesure de son enquête. Et comme je ne vais pas du tout pouvoir faire ce que j'avais prévu, peut-être qu'on pourrait montrer les photos du corps de Lenny et des tatouages. Voilà, on peut peut-être rester là-dessus, même si c'est pas tout à fait de ça dont je vais vous parler. Pour qu'on soit clair de suite, il n'est pas question de résoudre l'énigme de Memento à la fin du film. Si vous connaissez bien le film, Christopher Nolan, dans les bonus DVD, propose 3 pistes avec 3 interprétations différentes, et aucune n'est satisfaisante, puisque chacune de ces pistes peut être en fait remise en question. Elles sont toutes sujettes à caution. Donc, on va revenir là-dessus, mais n'allez pas chercher une résolution à cette énigme qui n'en a pas. Et c'est bien le but. Donc, en ce qui concerne la structure du film, là aussi très compliquée, et pour moi, en fait, une des plus complexes des films de Nolan, elle s'articule sur 2 récits qui sont d'inégale importance. Le récit principal, si vous vous le rappelez, il est tourné en couleur. Il débute lors de la séquence d'ouverture, qui est absolument géniale, qui est une séquence qui se passe dans une friche industrielle, où on voit en fait Léonard tuer Teddy, le flic sous couverture. Donc, on le voit une première fois à l'endroit, et une deuxième fois à l'envers. Et vous savez, le truc, c'est que vous voyez en fait le polaroïd s'effacer au fur et à mesure qu'il est agité par la main de Léonard. À partir de cette séquence liminale, le film va progresser à rebours, de la dernière scène à l'avant-dernière, etc. Et la fin de chaque scène étant reprise au début de la précédente pour faciliter la compréhension du spectateur. En fait, Dodie Dorn, qui est la monteuse du film, et Nolan ont pris exactement les mêmes séquences afin qu'il y ait le moins de déperdition possible entre la séquence initiale et sa reprise. Donc, un récit parallèle est alors enchâssé dans ce récit cadre sous forme de courtes scènes tournées en noir et blanc qui sont situées dans une chambre d'hôtel, la chambre d'hôtel qu'on voit Lenny occuper, enfin en tout cas on peut le penser, dans le segment en couleur. Sauf qu'on voit bien qu'en fait il porte pas les mêmes vêtements. Donc, il est dans la chambre, il est amnésique, c'est après le meurtre de sa femme, mais en même temps on n'est pas tout à fait dans le même espace-temps. Cependant, ce serait bien trop simple, le film ne se contente pas
de mettre en parallèle deux histoires se déroulant sur un axe linéaire horizontal. En fait, chez Nolan, il y a toujours en fait le travail sur le syntagme, c'est-à-dire la continuité, la suite, et le paradigme. C'est-à-dire en fait que pour avoir une phrase, vous êtes obligé de faire des choix entre différents mots. Bonjour, je suis contente d'être ici, plutôt que vous dire bonsoir, je suis contente d'être ici. Bonsoir, bonjour, à un moment donné, j'ai fait une sélection sur le paradigme. Ce qu'on va voir, en fait, c'est que Nolan, il ne fait pas de sélection sur le paradigme. Donc, au sein de chaque récit, en fait, on a donc des effets de mise en abîme, parce qu'il y a mise en abîme une ou plusieurs trames secondaires. Alors, par exemple, je pense au flash de la femme de Lenny, flash sur son meurtre, flash sur leur vie d'avant, etc., ou dans le récit secondaire, l'histoire de Sammy Jenkins, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On a donc plusieurs entrées dans l'histoire au sein d'un défilement linéaire, ce qui crée un effet d'emboîtement et donc un effet de profondeur, là où on pensait avoir quelque chose de très limpide. Et donc, on a des effets de superposition. Donc, pour moi, de façon assez, peut-être pas très précise, pour moi, ça renvoie en fait à une structure fractale, puisque vous avez en fait chaque micro-récit qui renvoie au récit qu'il a enchâssé. Il y a vraiment un effet d'écho comme ça. Sauf que, évidemment, les écarts qui vont être produits par la mise en abîme, ils vont créer au fur et à mesure du récit un effet vertigineux qui va s'accroître et qui va être exploité par la diégèse. En effet, la structure à l'origine très classique du récit enchâssé. Vous vous rappelez tous les films des années 40, vous avez un gars qui commence à réfléchir, il se rappelle un souvenir, etc. Il rêve et bam, fondu au noir, etc., fondu enchaîné, et on a le micro-récit dans le récit. Donc c'est une structure très, très classique, mais ici, en fait, elle va ouvrir à la possibilité du multivers. Pourquoi ? Parce qu'il y a contamination et même parasitage dans la trame principale. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir parasitage du récit secondaire sur le récit principal. En fait, le récit secondaire, il ne vient pas du tout conforter les éléments qui sont contenus dans le récit premier, mais il vient au contraire les bouleverser. Alors, on va prendre pour ça l'exemple de Sammy Jenkins. Donc, c'est les deux plans noir et blanc qui, en fait, dans l'idéal, se suivraient. C'était les slides juste avant. Voilà, alors ils sont immenses, mes plans, je suis désolée. Et il faudrait l'autre plan. Voilà. Vous vous rappelez ces deux plans ? Bon, ça, c'est des plans absolument extraordinaires. On va remettre le premier plan. Donc, en fait, vous voyez Sammy dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est votre première image. Là-dessus, vous avez un corps qui s'interpose entre l'oculaire de la caméra et le personnage. Et vous le voyez sous forme de floutage, parce qu'il y a du mouvement, et donc, ça fait un effet trace. Et une fois que le corps est passé, vous voyez Lenny à la place de Sammy. Je vais vous dire très brièvement ce à quoi moi ça me fait penser, c'est une anamorphose. L'anamorphose, vous avez un plan frontal, vous pensez en fait que vous avez des critères qui sont indexés sur une compréhension réaliste du monde, tout a l'air parfaitement clair et limpide, rien ne bouge. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une tâche. Pour moi, la tâche, c'est ce personnage qui s'interpose entre Sammy et nous pour faire apparaître Lenny. Et là, vous avez derrière la tâche la révélation d'un objet qui vous fait complètement revisiter ce que vous croyez savoir sur le monde. Bien, Nolan, je vous le dis de suite parce que je suis pas sûre de pouvoir vous le dire après, c'est une construction d'un espace en deux temps. Et c'est le temps de l'anamorphose. C'est-à-dire, effectivement, je m'accroche à une réalité, sauf qu'il est roublard et il va cautionner cette réalité pour nous duper, et ensuite, il va la démolir comme un château de cartes. Donc, la stratification, pour moi, des récits d'un Memento, elle peut se comparer au multivers, au plurivers, tel qu'il est mis, par exemple, en place dans Interstellar. Au début, on a l'impression d'être au sein d'un univers stable. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un univers en crise. On est en crise dans Interstellar, on est en crise dans Memento. Mais j'ai l'impression que j'en connais les données. Si le personnage ne les connaît pas, moi, j'ai des repères. Et puis tout à coup, comme dans la chambre de Murphy, un détail fait sécession. Il ne s'intègre plus au réel dans son ensemble, comme par exemple les livres de la bibliothèque qui se mettent à tomber. En fait, ça renvoie à des choses qu'on retrouve en peinture et qui ont été étudiées par quelqu'un qui est absolument génial, qui s'appelle Daniel Arras. D'abord, vous avez un détail qu'on appelle particolare, c'est-à-dire c'est un détail, il s'inscrit complètement dans un ensemble, il le conforte. Et puis tout à coup,
vous avez un autre détail qui, lui, va faire sécession et va disloquer l'ensemble. Là où Nolan est fort, c'est que normalement, le détail particolare et le détail détaillot ne se fréquentent pas au sein de la même œuvre. Quand il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Et là, en fait, c'est l'un qui devient l'autre. Et il y a métamorphose au sein du signe, au sein du film lui-même. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc en fait, on peut, dans un premier temps, penser que c'est un phénomène accessoire que nous voyons, et puis en fait, quelque chose de banal et de dérisoire. Le dérisoire va prendre le dessus, et c'est lui qui détient la clé de l'univers fictionnel nolanien. Donc, malgré les différences donc entre Interstellar et Memento, les deux films ils fonctionnent à cet égard sur le même principe de renversement des hiérarchies vers une ouverture à la variabilité et à la pluralité du réel. D'autant que, et c'est mon deuxième point, et c'est une des grosses difficultés de Memento, si vous vous rappelez, à la fin du film, la séquence en noir et blanc devient la séquence en couleur. Les deux séquences fusionnent. Et donc, en fait, on n'a pas du tout une structure cyclique. Ce serait tellement facile si, à un moment donné, la fin renvoyait au début. À la fin, en fait, il s'apprête à tuer Teddy. Teddy n'est pas mort. Donc, alors qu'au début, il le tue. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est une structure, alors c'est Jonathan Nolan qui dit ça, en ruban de Mobius. Vous voyez, là, cette espèce de... Vous avez un ruban normal, puis à un moment donné, vous coupez et vous tordez le ruban et vous faites jointer les deux morceaux. Donc, vous avez un peu comme l'escalier de Penrose, une figure paradoxale. Lui, en fait, Nolan, il préfère parler de construction en forme d'épingle à cheveux. Et voilà, quelque chose, à un moment donné, il y a une distorsion, une torsion de l'espace-temps. Mais alors, du coup, avec cette complexité, on ne sait plus faire la part des choses entre la cause et l'effet. Absolument. Alors là, je vais aller très vite parce que je ne veux pas trop prendre votre temps. En fait, moi, c'est ça qui me passionne dans ce film. C'est que Memento s'est construit sur le principe du film d'enquête. C'est ce qu'on appelle le récit à énigme. Et quand Todorov définit le film à énigme, il dit, en fait, le récit à énigme, il va de l'effet à la cause. Il dit, à partir d'un certain effet, un cadavre, des indices, il faut trouver la cause, le coupable et ce qui l'a poussé au crime. Eh bien, cette démarche qui consiste à prélever sur le monde réel des objets qui vont devenir des signes qu'on va interpréter pour leur faire sens dans le monde, ça s'appelle la sérendipité. C'est Sylvie Catelin qui a parlé de ça. C'est la démarche sérendipienne. Et le champion de la démarche sérendipienne, c'est Sherlock Holmes. Juste quelques petits éléments. Au début du film, on peut se rappeler que Teddy appelle Lenny Sherlock. Il l'appelle aussi Pocahontas parce qu'il essaie de tromper Lenny en lui faisant croire que le camion, qui est en fait le pick-up de Lenny, est garé depuis très longtemps dans la friche industrielle. Et Lenny regarde les traces de pneus et il dit « Non, ça a été garé il y a quelques jours. » Donc en fait, il lui dit « bravo Pocahontas !» Pourquoi ? Parce que Pocahontas, le cliché de la Pocahontas, elle sait prélever sur le réel des objets qui vont faire sens. Je vous rappelle aussi que Lenny, au départ, travaille comme enquêteur pour une compagnie d'assurance. De plus, Lenny, il a toute la panoplie du bon enquêteur. Il a des polaroïdes, il se grave des informations sur tout le corps, etc. Il affiche la carte de tous ses déplacements pour faire des liens entre les différents événements et les différents personnages sur le mur de sa chambre d'hôtel. Enfin voilà. En fait, le film construit d'entrée de jeu l'idée selon laquelle connaître, c'est connaître par la cause. Et alors, excusez-moi, mais j'ai super soif du coup. Parce que... Donc, pardon. En fait, il se trouve que cette idée-là, elle est en plus renforcée par le fait que, structurellement, on remonte de l'effet à la cause. C'est-à-dire qu'on va cautionner sur le plan formel cette idée qu'en fait, il y a toujours la possibilité de retrouver une origine perdue et une origine qui serait singulière, c'est-à-dire qui va apporter une véritable résolution. Plein de raisons, en fait, nous font valider cette idée de la cause manquante. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui disent que Memento, c'est un film puzzle. Mais moi, je reprendrai la remarque que fait Timothée Gérardin dans son ouvrage. En fait, pour moi, Nolan, c'est plus dans les jointures que dans les collures. Je transforme un peu, pardon, ta citation. C'est plus dans les jointures, à un moment donné, dans ce que ça ne jointe pas bien, que dans les collures qu'on voit son cinéma. Bon, on fait confiance à
Léonard, je veux pas insister. Pour plein de raisons, c'est un héros de revenge film, en fait. On voit très bien le héros à la Seagull qui a subi un tort, qui est dans la réparation, donc on va avoir tendance à s'identifier à lui. C'est un personnage séduisant, il est en plus vulnérable, donc ça le rend attachant. Il y a tout un système comme ça où le film feint de jouer sur une identification secondaire au personnage, très classique, et on va tomber dans le panneau. En plus, Léonard, il est a priori exonéré de toute mauvaise intention. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se projeter. En anglais, il y a un terme qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas faire de scheme. Et le scheme, en anglais, c'est à la fois le plan physique, la carte, comme celle qu'il met sur le mur, et l'idée aussi du complot. Comme il ne peut pas se projeter, il ne peut pas manipuler le réel. Enfin, en tout cas, c'est ça vers quoi le film, c'est l'idée et l'image que le film nous construit au fur et à mesure. Donc ça, je laisse tomber. Donc, vous remarquerez aussi qu'en fait, c'est un procédé immersif. On n'en a pas trop parlé pendant ces journées, mais l'immersion, pour Nolan, c'est quelque chose de très, très important. Et je crois qu'on a rarement été aussi près d'un personnage qu'on a si peu connu avec Léonard. C'est-à-dire caméra, alors soit caméra à l'épaule, soit très gros plan de lui, on l'entend respirer, on le colle. On a le sentiment, en fait, qu'on n'ignore rien de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et de ce qu'il voit. Et un autre élément est très important, c'est que sa base de données, il la constitue sous nos yeux. C'est-à-dire, nous sommes partie prenante de la constitution du savoir. Et donc, comme nous n'y voyons pas manipulation, et que de toute façon, nous aussi, on nous fait toujours regarder ailleurs et là où ça arrange le sens de la fiction, eh bien, on a le sentiment qu'on peut effectivement donner notre caution à Léonard. Pareil, lorsqu'il a des flashs, on a vraiment l'impression en fait que c'est des flashs intrusifs et pas des choses qu'il dirige, qu'il manipule. Oh pardon, excusez-moi. Donc en fait, tout ça, c'est l'idée aussi que ce qui nous rend, qui procède de l'identification au personnage, c'est qu'on a le sentiment en fait que Lenny n'agit pas sur le monde, mais qu'il est agi par le monde. Donc tout ça, en fait, donne l'idée qu'il ne peut pas être un Machiavel. Ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que tout ça, tout cet horizon d'attente qui est créé par le film, l'idée que le contrat spectatoriel, c'est oui, vous êtes bien dans un polar et je vais bien vous expliquer qui est le criminel et pourquoi et comment il a fait, ça repose sur le fait, donc ce que j'ai appelé la sérendipité, et ça repose sur le fait, en fait, que nous sommes dans une évidence du réel qui est définie, je cite, par son caractère de preuve immuable et sa fixité, qui est héritée d'une tradition moderniste du récit, et pour parler en termes de physique, en fait, d'une conception newtonienne du récit. Et moi, j'ai été très intéressée par l'idée qu'on parlait de René et de Mariam Bad. Tout ça, ça vient de Duras. Hein, le plurivaire, l'origine du plurivaire en littérature, ça vient de Duras. Donc, si le spectateur, il tend à sélectionner au sein de l'intrigue tout ce qui lui semble pertinent pour la résoudre, eh ben, cette opération trimentale, elle va résister de moins en moins aux récits et aux images dissonants qui vont être insérés dans le film. Donc, en fait, ce que je vous disais à travers l'exemple de Sammy Jenkins, c'est que dans Memento, bien, les images et les signes fonctionnent en deux temps. Ils sont d'abord présentés de façon à créer un espace cohésif, par-delà la fragmentation du récit, et puis leur réapparition va leur faire ouvrir une brèche grandissante dans l'histoire. Donc la répétition des objets dans Memento, ça opère un changement de point de vue, un décadrage, qui fait que le spectateur doit réexaminer constamment les informations qu'on lui a transmises. Évidemment, c'est facile à dire parce que la caméra qui le manipule ne lui laisse pas le temps de le faire. En fait, il y a toujours en fait ces effets de caméra, notamment le démontage et le remontage du corps par le montage, pour montrer les tatouages et nous donner l'impression qu'il y a une continuité textuelle à l'œuvre, qu'en fait ce n'est que du fragment et que de la disparité. En fait, tout ça en fait vient nous donner l'idée qu'il va effectivement bien y avoir une résolution. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que pour moi, Memento, c'est le point de bascule entre un univers newtonien et un univers quantique. Il faut en effet comprendre que ce qui était préalablement présenté comme la réalité ne devient dans le film qu'une possibilité parmi d'autres. Et si le spectateur est libre de croire
Teddy ou Léonard, la représentation n'ayant plus de lien avec une vérité mesurable et certifiable, le mensonge n'est pas une transformation du réel, mais un autre état de ce dernier. Le monde devient ici le lieu du peut-être, un lieu d'émergence d'hypothèses en continu et de suppositions. Je voudrais finir en vous disant que pour moi, excusez-moi, je suis tellement impressionnée que j'ai vraiment besoin de m'humecter. Ce que je voulais vous dire par rapport à Memento, pour le mettre en perspective avec le reste de sa filmographie, c'est que la versalité et la variabilité du réel est un point commun à tous les films de Nolan. Mais la différence entre des films comme Memento, Following ou encore Insomnia et le reste de sa filmographie, c'est que la relativité du regard passe d'abord par sa subjectivité et qu'elle va par la suite s'objectiver. Qu'il s'agisse d'Inception, d'Interstellar, de Tenet et de Dunkerque, la torsion de l'espace-temps va de plus en plus passer et être abordée comme principe physique, régissant les lois universelles, et non plus par le biais de versions contradictoires du réel qui sont incarnées par des personnages et donc subjectivisées, comme c'est le cas dans Memento. Dans Memento, nous ne pouvons pas trancher entre différentes versions du réel qui toutes présentent des incohérences et sont sujettes à caution. Par la suite, la malléabilité de l'univers devient une question de loi scientifique à laquelle nous sommes soumis, plutôt qu'un effet produit par la multiplication de points de vue inconciliables et dans lesquels la fiction ne nous demande pas de trancher. J'espère que j'ai tenu les temps. Oui, exactement, parce qu'on arrive pile au bout de la table ronde. Et alors, on va juste prendre quelques secondes pour le mot de la fin, peut-être, Sam. Oui, je voudrais ajouter par rapport à ce que tu as dit, qui me paraît tout à fait pertinent, sur cette évolution de l'œuvre de Nolan, qu'il y a quelque chose qui l'illustre très bien au sein même d'Interstellar. C'est ce que va dire j'ai oublié son nom de la fille du docteur qui est jouée. Non, la fille voilà, la scientifique Dr. Brand, qui dit que effectivement la loi en fait de la gravitation, les lois universelles qui régissent l'univers, n'ont peut-être d'une certaine façon sont peut-être corrélées par une autre loi universelle qui est celle de l'amour. Et effectivement, ça se vérifie concrètement au sein du Tesseract, du trou noir, puisque c'est ce lien de l'amour qui devient une force physique de l'univers. Donc une incarnation plus qu'objective des liens qui unissent le père à la fille au sein de la monstruosité de la physique. Je parlais de physique quantique, mais là c'est la singularité qui nous donne cette illustration, ce lien qui s'effectue chez Nolan. Je trouvais ça intéressant. La singularité, est-ce que Christopher est singulier? Alors, merci pour cette table ronde. Je vous remercie à tous les trois. Alors, le tout dernier mot. Voilà, je voulais dire que je pense que le Prestige est aussi un bon exemple de l'immersion. Hein. J'ai pas prononcé le nom. Et moi, ce qui m'a frappé aussi dans le Prestige, c'est qu'on a parlé, on a parlé de la froideur de Nolan, etc. C'est un film aussi qui joue justement sur ce rapport entre le spectaculaire d'une part et l'intime d'une part, et l'intime traumatique, effectivement, le trauma. Et donc, il y a une dimension tragique ou mélodramatique selon les cas, qui fait aussi qu'il y a une sorte d'hybridité générique dans les films de Nolan. Merci.